L'histoire de Roger Lafontaine est presque impossible à croire. Un étudiant en médecine devenu l'un des chefs les plus puissants des Tontons Macoutes, au cœur de l'un des systèmes de terreur les plus brutaux d'Haïti. Mais le plus fou, c'est que même après sa chute, son exil et sa disgrâce auprès des Duvalier, il n'a jamais vraiment disparu. Rapprochez-vous, mes curieux d'Haïti, puisque vous allez découvrir toute cette métamorphose. Comment un homme formé pour soigner s'est transformé en machine politique, comment il a gagné, puis perdu sa place dans le régime, et comment son retour a précipité l'un des épisodes les plus explosifs de l'histoire du pays. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière partie de sa vie est peut-être la plus choquante dans toute cette histoire. Avant même sa mort, Roger Lafontaine vivait comme un homme condamné. Ministre, chef macoute, rival potentiel de Jean-Claude Duvalier, il avait accumulé trop d'ennemis, trop de secrets, trop d'ambition. Et quand son nom revient dans l'histoire d'Haïti, une question écrase toutes les autres. Qui voulait sa disparition? Et depuis quand? Pour comprendre cette énigme, il faut revenir au moment où Roger Lafontaine cesse d'être un simple serviteur du régime pour devenir une menace. Sous les premières années de François Duvalier, c'est un brillant étudiant en médecine. Très vite, il adhère au noirisme défendu par Duvalier et son entourage. Il ne se contente pas de soutenir le pouvoir, il s'organise. Il fonde la branche estudiantine des Tontons Macoutes. Dès ce moment, il ne gravite plus autour du régime, il entre dans sa mécanique. En novembre 1972, un an après l'arrivée de Jean-Claude Duvalier au pouvoir, Lafontaine atteint un poste clé, ministre de l'Intérieur et de la Défense nationale. Dans un État comme Haïti à cette époque, ce n'est pas un simple portefeuille. C'est le contrôle de la force, de la surveillance, de la peur. Mais très vite, ses ambitions deviennent trop visibles. Alors, il est écarté, envoyé comme consul à Montréal. Une mise à distance élégante, mais une mise à l'écart quand même. Sauf que Roger Lafontaine ne disparaît pas. En août 1983, il revient. Et il récupère exactement le même ministère, Intérieur et Défense nationale, une deuxième fois. C'est là que tout se durcit. Pendant cette période, Lafontaine complote contre presque tout le monde. Pas seulement contre ses adversaires, même contre Jean-Claude Duvalier. Il imagine des scénarios, cherche des appuis, teste les équilibres du pouvoir. Il veut se hisser à la tête de l'État. Et dans un régime fondé sur la loyauté forcée, ce genre d'ambition ne reste jamais secret très longtemps. En octobre 1985, Jean-Claude Duvalier frappe. Il met fin aux manœuvres de son ministre. Roger Lafontaine est définitivement écarté du gouvernement. Cette fois, la rupture est profonde, irréversible. Lafontaine quitte le pays et part s'installer au Canada. Mais même là, rien ne se passe comme prévu. Le Canada refuse de lui accorder l'asile politique. Pendant de longues années, l'ancien dignitaire duvalieriste tourne en rond, sans papier, sans statut, dans une sorte de purgatoire politique. Un homme qui, quelques mois plus tôt, contrôlait l'appareil sécuritaire d'Haïti se retrouve bloqué, humilié, vulnérable. Puis il est expulsé, et cette expulsion provoque une onde de choc chez les anciens duvalieristes. Pas parce qu'ils l'aimaient, beaucoup le détestaient, mais parce qu'ils savaient ce qu'il représentait. Frantz Merceron, ministre des Finances de Jean-Claude Duvalier, reçoit la nouvelle comme une catastrophe. Sa réaction est brutale. « C'est un désastre, on est foutus. Qui va neutraliser l'armée pour nous ?» Cette phrase dit tout. Roger Lafontaine n'était pas seulement un homme du régime. Il était l'un de ceux qui savaient tenir les forces capables de le renverser. Il avait l'autorité, les réseaux, les réflexes. Il savait protéger le duvalierisme contre un coup de force. Et c'est précisément pour cela qu'il devenait dangereux. Pendant cette période, Lafontaine complote contre presque tout le monde. Pas seulement contre ses adversaires, même contre Jean-Claude Duvalier. Il imagine des scénarios, cherche des appuis, teste les équilibres du pouvoir. Il veut se hisser à la tête de l'État. Et dans un régime fondé sur la loyauté forcée, ce genre d'ambition ne reste jamais secret très longtemps. En octobre 1985, Jean-Claude Duvalier frappe.
Il met fin aux manœuvres de son ministre. Roger Lafontan est définitivement écarté du gouvernement. Cette fois, la rupture est profonde, irréversible. Lafontan quitte le pays et part s'installer au Canada. Mais même là, rien ne se passe comme prévu. Le Canada refuse de lui accorder l'asile politique. Pendant de longues années, l'ancien dignitaire duvalieriste tourne en rond, sans papier, sans statut, dans une sorte de purgatoire politique. Un homme qui, quelques mois plus tôt, contrôlait l'appareil sécuritaire d'Haïti se retrouve bloqué, humilié, vulnérable. Puis il est expulsé, et cette expulsion provoque une onde de choc chez les anciens duvalieristes. Pas parce qu'ils l'aimaient, beaucoup le détestaient, mais parce qu'ils savaient ce qu'il représentait. Frantz Merceron, ministre des Finances de Jean-Claude Duvalier, reçoit la nouvelle comme une catastrophe. Sa réaction est brutale. « C'est un désastre, on est foutus. Qui va neutraliser l'armée pour nous ?» Cette phrase dit tout. Roger Lafontan n'était pas seulement un homme du régime. Il était l'un de ceux qui savaient tenir les forces capables de le renverser. Il avait l'autorité, les réseaux, les réflexes. Il savait protéger le duvalierisme contre un coup de force. Et c'est précisément pour cela qu'il devenait dangereux. En écartant Lafontan, Jean-Claude Duvalier ne punissait pas seulement un ministre ambitieux, il supprimait un successeur possible. Il refusait de laisser une relève au duvalierisme. Le message était clair, si je tombe, personne ne prendra ma place. C'est moi ou rien. Mais depuis son exil canadien, Roger Lafontan riposte sur un autre terrain. Il parle. Dans un entretien accordé à un journaliste canadien, il livre sa propre version de sa chute. Et là, il ne désigne pas d'abord Jean-Claude Duvalier. Il pointe Michel Bennett. Selon Lafontan, c'est la première dame qui l'a fait tomber. Il décrit des rapports tendus, une lutte d'influence au sommet de l'État, un conflit devenu impossible à masquer. Pourquoi avez-vous démissionné en septembre 84, M. Lafontan? Il y avait, n'est-ce pas, un conflit d'idéologie larvé entre Michel Duvalier, la femme du président qui représentait un courant de pensée, et moi-même. Comme vous le savez, je suis un homme de classe et le caractère populiste de mes discours et de mes démarches n'ont pas plu à Michel. À ce moment-là, il a décidé de se séparer de moi. Et comme il lui fallait quand même, pour arriver à satisfaire ses ambitions politiques, comprenez très bien, disloquer l'alliance traditionnelle, n'est-ce pas, avec la masse, c'est-à-dire les classes moyennes et les masses populaires du pays, celui qui représentait, voyez-vous, l'ancrage du gouvernement au milieu de ces gens représentait un danger pour lui, et ce danger était moi. Il a dit à ce moment-là que la cohabitation n'était pas possible avec Roger. Les autres ont dit, n'est-ce pas, la cohabitation n'était pas fonctionnelle, parce qu'ils étaient plus nuancés, vous comprenez très bien. Il affirme que Michel Bennett voulait tout contrôler, qu'elle tyrannisait les ministres, qu'elle représentait un courant opposé au sien. Et lui se présente comme l'homme que cette nouvelle ligne ne pouvait pas tolérer. Quand on lui demande pourquoi il a quitté le pouvoir en septembre 1984, sa réponse est lourde de sous-entendus. Il parle d'un conflit d'idéologie larvée entre Michel Duvalier et lui. Il insiste sur son image de homme de classe, sur le caractère populiste de ses discours, sur son ancrage auprès des classes moyennes et des masses populaires. Puis il va plus loin. Il explique que, pour satisfaire ses ambitions politiques, Michel Bennett devait disloquer l'alliance traditionnelle du régime avec ses secteurs. Et dans cette équation, l'homme à abattre, c'était lui. La cohabitation n'était pas possible avec Roger, dit-il en substance. Pas difficile, pas tendu, impossible. Et à partir de là, l'affaire change de nature. Parce que Roger Lafontan n'est plus seulement un ancien ministre en exil. Il devient un homme qui accuse publiquement le cœur même du pouvoir duvalieriste. Un homme qui connaît les rouages du régime, les rivalités internes, les fractures cachées. Un homme qui a perdu sa fonction, son pays d'accueil, sa protection, mais pas sa mémoire. Et dans l'univers politique haïtien de cette époque, c'est parfois encore plus dangereux. Pendant son exil au Canada, l'histoire allait encore accélérer. Le 7 février 1986, Jean-Claude Duvalier et sa femme fuient Haïti.
Pour tout un pays, c'était la fin du duvalierisme, mais pour Lafontant, c'était l'opportunité en or pour s'imposer. Alors vite fait, il rentre en Haïti pour réorganiser le parti Macoute. Nous sommes déjà à la fin des années 80. Haïti allait organiser des élections auxquelles Lafontant n'a pas pu participer puisqu'il a été écarté, sa candidature jugée inadmissible. Le 6 janvier 1990, moins d'un mois après les élections du 16 décembre 1990, dans lesquelles le peuple a plébiscité Jean-Bertrand Aristide, l'ennemi juré des Macoutes, Roger Lafontant passe à l'action. Il organise un coup d'État pour empêcher l'investiture du nouveau président élu. Pendant quelques heures, Roger Lafontant a cru tenir Haïti. Le palais national était entre ses mains. La présidente Herta Pascal-Trouillot lisait sous contrainte une lettre de démission à la télévision et l'ancien ministre de Jean-Claude Duvalier s'asseyait déjà dans le fauteuil présidentiel. Mais ce coup de force n'était pas né cette nuit-là. Il couvait depuis des mois. Car dans l'ombre du régime Duvalier, le pouvoir ne passait pas seulement par Jean-Claude Duvalier. Selon un ambassadeur proche du cercle présidentiel, la réalité était plus brutale encore. Le président, c'était Michel. Michel Duvalier intervenait dans les décisions de l'État au point de faire et défaire les ministres. Et Roger Lafontant, lui, avait appris à survivre dans ce système-là. Quand Baby Doc quitte le pays en 1986, beaucoup pensent l'époque duvalieriste terminée. 4 ans plus tard, Lafontant revient. En 1990, il réapparaît sur la scène politique haïtienne avec une ambition intacte, la présidence. À la tête de l'Union pour la réconciliation nationale, le parti duvalieriste, il défile dans la capitale avec ses partisans dans une ambiance presque carnavalesque. Mais derrière les chants et les cortèges, la menace est déjà là. Car un autre nom écrase tout sur son passage, Jean-Bertrand d'Aristide. Aristide est populaire, porté par une vague que Lafontant ne contrôle pas. Et Lafontant comprend vite ce que cela signifie. Si le Conseil électoral provisoire rejette sa candidature, il ne lui restera qu'une option, faire dérailler l'élection elle-même. Alors, il prévient sans détour, il ne reconnaîtra en aucun cas les décisions du CEP. Et il ajoute cette phrase, lourde de menaces, « S'ils ne veulent pas la paix, ils auront la guerre ». Attila n'entrera pas dans Rome. La cible est évidente. Aristide ne doit pas passer. À partir de là, tout se resserre. Lafontant ne se contente plus de parler. Il agit, avec ses hommes, il occupe les bureaux du Conseil électoral provisoire pour dissuader Aristide de venir déposer sa candidature à temps. Le message est simple. S'il ose venir, il y aura confrontation. Le jour du dépôt, la tension est telle qu'Aristide panique. Il appelle le CEP. D'abord, il demande que Roger Lafontant quitte les lieux. Refus. Ensuite, il demande qu'on prolonge l'heure limite jusqu'à 18h ou qu'on reporte au lendemain. Nouveau refus. Il n'y a plus d'issue. Soit il se présente, soit sa candidature tombe. Alors, Aristide vient. Et devant l'immeuble, le pire semble prêt à se produire. Lafontant et ses hommes barrent l'accès. Le face-à-face est imminent. Mais au dernier moment, les militaires escortent Aristide jusqu'aux locaux du Conseil électoral provisoire et neutralisent de Lafontant et ses partisans. Lafontant explose de rage. Il hurle qu'il fera tout pour empêcher de livrer le pays aux communistes. Cette fois, la ligne est franchie. Ce n'est plus une campagne, c'est une guerre annoncée. Sa candidature est finalement rejetée par le Conseil électoral provisoire. Pour n'importe quel autre candidat, ce serait la fin. Pas pour Roger Lafontant. Il a perdu l'élection avant même d'y entrer, mais il conserve quelque chose de plus dangereux, un réseau, des hommes, et la certitude qu'Aristide ne doit jamais accéder au pouvoir. Les élections ont lieu. Jean-Bertrand Aristide est élu triomphalement. Le verdict populaire est écrasant. Pour la majorité, c'est une victoire historique. Pour Lafontant, c'est une catastrophe à annuler. Alors, dans la nuit du 6 au 7 janvier 1991, il passe à l'acte. Avec une poignée de partisans, Roger Lafontant s'empare du palais national. Herta Pascal-Trouillot est prise en otage. Sous la contrainte,
elle doit lire à la télévision une lettre de démission. Pendant près d'1 heure, 60 minutes entières, Lafontant devient chef d'État de facto. En théorie seulement, car dans les faits, durant ces 60 minutes, il n'a le temps que de prononcer un discours et de s'installer dans le fauteuil présidentiel. Il a enfin pris le sommet de l'État, mais dehors, le pays n'a pas encore répondu. Et cette heure de pouvoir va très vite se transformer en compte à rebours. Les rues de Port-au-Prince explosent. La foule envahit la capitale, dresse des barricades, bloque les axes, et en quelques heures, le coup d'État qui devait installer Roger Lafontant au pouvoir commence déjà à se fissurer. Au même moment, sur Radio Liberté, Serge Beaulieu, duvaliériste pur et proche de Lafontant, apparaît avec son célèbre béret rouge et lance une phrase qui résume l'affrontement « Nous sommes le peuple ». Sauf que dehors, le vrai peuple est déjà dans la rue, et il ne soutient pas le putsch. Le calcul de Lafontant reposait sur une chose simple, prendre le palais national, imposer un fait accompli, puis forcer le reste du pays à suivre. Mais un détail fait tout basculer. L'armée, officiellement, condamne le coup d'État, et sans l'armée, son opération n'est plus une prise de pouvoir. C'est un piège qui se referme. C'est là qu'entre en scène le commandant Gérard Salomon, officier supérieur de l'armée d'Haïti. Il pénètre au Palais national, avance jusqu'au cœur du pouvoir occupé et arrête Roger Lafontant et ses hommes. En quelques instants, celui qui pensait tenir l'État se retrouve captif dans le bâtiment même qu'il voulait contrôler. Le putsch n'a pas seulement échoué, il s'est effondré de l'intérieur. Mais autour de cette tentative ratée, une autre histoire circule, plus trouble, plus inquiétante. Pour préparer le coup d'État, Roger Lafontant et ses acolytes auraient consulté un Oungan. Selon cette prédiction, le pouvoir devait être entre les mains des Makoutes le 6 janvier à 10 heures du soir, au moment de la fête des rois. L'heure n'aurait pas été choisie au hasard. Elle devait sceller leur victoire. Et ce n'est pas tout. Toute la nuit, le palais national aurait été le théâtre d'une cérémonie vaudou destinée à attirer les Leblois du côté des putschistes. Pendant que la capitale grondait, pendant que les barricades montaient, pendant que l'armée se positionnait, à l'intérieur même du palais, on aurait tenté d'appeler des forces invisibles pour protéger l'opération. Si cette version est vraie, alors Lafontant ne misait pas seulement sur les armes, ni sur les réseaux duvaliéristes. Il misait aussi sur l'invisible. Mais rien ne se passe comme prévu. Ni la rue, ni l'armée, ni le destin ne répondent à l'appel. Le pouvoir ne bascule pas à 10 heures. Les Makoutes ne reprennent pas l'État. Et ce détail devient capital quand on comprend qui est vraiment Roger Lafontant. Le docteur Rony Gillot, dernier des duvaliéristes et auteur de Roger Lafontant ou La destinée tragique d'un fauve politique, le décrit comme un homme ambigu, calculateur, exubérant, arrogant. Un homme capable de manœuvres froides, mais profondément prisonnier de croyances irrationnelles. Malgré ses études de médecine, écrit Gillot, Roger Lafontant restait englué dans des superstitions absurdes. Il consultait Oungans et Mambos à chaque occasion. Autrement dit, au moment où le pays basculait, Lafontant ne suivait pas seulement une stratégie politique. Il suivait aussi des signes, des présages, des promesses occultes. Et quand ces promesses se sont brisées contre la rue et contre l'armée, tout son édifice a craqué d'un coup. Gérard Salomon, qui vit aujourd'hui aux États-Unis, racontera plus tard cette séquence dans le détail dans son livre « L'armée d'Haïti, mécanique des coups d'État, un officier en vigie ». Parce que derrière l'arrestation de Lafontant, derrière la foule dans les rues, derrière les voix de Radio Liberté, une question restait entière. Comment un homme aussi proche du pouvoir avait-il pu se tromper à ce point sur le pays, sur l'armée et sur la peur qu'il croyait encore inspirer? Roger Lafontant finit en prison à perpétuité le 30 juillet 1991. 2 mois plus tard, dans la nuit du 29 au 30 septembre, pendant qu'un autre coup d'État secoue Haïti, il est exécuté dans sa cellule par un tueur jamais identifié. Et derrière ce meurtre, une piste mène non pas à Port-au-Prince, mais jusqu'à Paris. Avant même sa chute, Lafontant vivait dans l'obsession du présage. Au moindre revers,
Au moindre projet compliqué, au réveil d'un sommeil agité, il courait consulter les bocaux. Il suivait leurs ordres sans discuter. Se laver avec l'urine d'une femme enceinte, manger aux toilettes pour devenir insensible au poison, prendre des bains de chance dès qu'il sentait son influence baisser ou qu'il voulait regagner la faveur du pouvoir. Dans l'Haïti politique de l'époque, il n'était pas le seul. Beaucoup pratiquaient ces rituels en secret. Mais chez lui, cette dépendance tournait à la manie. Puis tout bascule avec le coup d'État manqué contre Herta Pascal Trouillot. Lafontant est arrêté, jugé, et pendant tout son procès, jusqu'au 30 juillet 1991, il garde la même posture, hautain, narquois, presque provocateur. Il refuse de répondre aux jurés sur les circonstances du putsch. Il rejette les avocats commis d'office. Il exige d'être jugé par la Cour de cassation au nom de son ancien rang de ministre. Même au bord du gouffre, il continue de se comporter comme si les règles ne s'appliquaient pas à lui. La réponse tombe le jour même, prison à perpétuité. Ses complices sont condamnés eux aussi. Mais Lafontant n'est pas seulement jugé pour ce putsch raté. Son nom traîne déjà derrière lui une longue ombre. Crime, exaction, terreur, tout l'héritage du duvalierisme le rattrape. Et pourtant, 2 mois plus tard, quelqu'un décide que la prison ne suffit pas. C'est là que l'affaire devient plus trouble. Au moment où Jean-Bertrand Aristide, devenu président entre-temps, est lui-même renversé, Roger Lafontant meurt dans sa cellule. Pas au terme d'un nouveau procès, pas dans un transfert, pas dans une émeute confuse, exécuté, proprement, au cœur d'une nuit où tout le pays bascule déjà dans le chaos. Alors, qui avait intérêt à le faire taire à ce moment précis ? 2 journalistes français, Nicolas Jalot et Laurent Lesage, auteurs de Haïti, 10 ans d'histoire secrète, ont remonté cette piste. Et ils avancent 3 hypothèses. La première vise Jean-Bertrand Aristide. C'est la version la plus répandue. En apparence, elle tient debout, Aristide pouvait vouloir se débarrasser d'un vieil ennemi. Le chef de la prison de l'époque accuse même un ministre d'Aristide d'avoir ordonné l'exécution immédiate de Lafontant. Mais Jalot et Lesage écartent cette piste. Selon eux, Aristide avait alors une urgence plus grande, sauver son propre pouvoir. Et un Roger Lafontant enfermé ne représentait plus une menace directe. La deuxième hypothèse accuse les putschistes eux-mêmes. Là aussi, le mobile semble possible. Lafontant avait accumulé beaucoup d'ennemis dans l'armée. Mais cette piste se fissure vite. Il n'y a pas assez de preuves. Et surtout, lui aussi n'était plus un danger immédiat. Pire encore, il est possible que les putschistes aient envisagé de le libérer, ce qui ferait de son assassinat un acte complètement contre-productif. Et c'est là que surgit la troisième piste, la plus lourde, la plus dérangeante, celle que les 2 journalistes retiennent. Selon eux, et selon leur enquête, Roger Lafontant n'aurait pas été éliminé par les hommes d'Aristide ni par les putschistes, mais par les services secrets français. Un ordre venu de Paris. Pourquoi Paris aurait-il voulu la mort d'un ancien chef macoute, enfermé en Haïti ? Pour répondre à cette question, il faut remonter 8 ans plus tôt, en 1983. Cette année-là, Roger Lafontant débarque à Paris. Il descend dans un palace fréquenté par les hommes d'affaires puissants et les célébrités. Ce séjour n'a rien d'un caprice. Il fait partie d'une mission précise. Lafontant doit remettre une mallette pleine de billets à un jeune officier français, membre actif de la cellule antiterroriste de l'Élysée. Le montant est énorme, 450 000 $. Et soudain, l'assassinat de 1991 prend une autre dimension. Parce que la vraie question n'est plus seulement qui a tué Roger Lafontant. La vraie question, c'est à qui cet argent était destiné. Cet officier français entretenait des relations dans plusieurs cercles politiques. Alors cet argent servait-il à acheter des appuis en France pour protéger le régime de Duvalier, à financer des relais d'influence, à corrompre des responsables capables de fermer les yeux? Si Lafontant détenait les noms, les circuits, les bénéficiaires,
Alors sa cellule n'était plus une prison. C'était une bombe à retardement. Au moment même où Jean-Claude Duvalier a fui Haïti, Roger Lafontan est devenu un danger vivant. Pas seulement pour ses ennemis à Port-au-Prince, mais, selon cette enquête, pour des réseaux bien plus sensibles. Et avec sa tentative de coup d'État, le risque change de taille. S'il parle, il peut entraîner avec lui des noms que certains, en France, n'ont aucun intérêt à voir apparaître. Selon les deux auteurs, seules 2 ou 3 personnes connaissent le marché conclu entre Lafontan et un officier français. Un cercle minuscule, un secret trop lourd. Et ce silence, loin de dissiper les soupçons, les durcit. Car si cette affaire touche à la raison d'État, alors Roger Lafontan n'est plus un prisonnier ordinaire. Il devient un homme à faire taire. D'après les journalistes enquêteurs, dès les premières heures du coup d'État, un agent reçoit l'ordre de le supprimer. Pas plus tard, pas après enquête, immédiatement. La mission est simple en apparence, presque impossible en pratique. Entrer dans la prison, atteindre la cellule de Lafontan, l'éliminer, puis disparaître assez proprement pour que le meurtre soit attribué aux putschistes eux-mêmes. Et c'est là que l'affaire bascule. 2 experts, cités par les auteurs, confirment que l'opération a été exécutée avec une précision redoutable. Dans un contexte aussi tendu, pénétrer dans une prison, agir sans bruit, ressortir sans trace, puis laisser derrière soi une version crédible des faits, ce n'est pas un débordement chaotique. C'est une intervention maîtrisée. Un crime presque parfait. Mais pour comprendre pourquoi Roger Lafontan pouvait devenir si gênant, il faut revenir à ce qu'il a toujours été. Un survivant politique. Un homme apparu à l'aube de l'ère Duvalier et qui, très vite, a compris la règle centrale du pouvoir. Avancer, même s'il faut trahir ceux qui l'ont aidé à monter. Lafontan ne s'est pas contenté de servir le régime. Il a grimpé dans ses cercles les plus proches. Son ascension a été rapide, brutale, controversée. Il trahit ses camarades, se rend utile, gagne les faveurs du pouvoir en place et transforme chaque crise en marchepied. Plus il monte, plus une chose devient claire. Chez lui, l'ambition n'a pas de limite. Et cette ambition l'emmène jusqu'au sommet. Un instant bref, mais réel. Roger Lafontan aura son heure de gloire. Il s'assoit au fauteuil présidentiel. Il prononce un discours. Pendant un moment, il touche ce qu'il a poursuivi toute sa vie. Le pouvoir total. Puis, tout se referme. L'homme qui avait traversé les purges, les intrigues et les renversements finit assassiné. Non pas effacé par le hasard, mais, selon cette version, supprimé parce qu'il en savait trop. C'est cette possibilité qui rend sa fin si lourde. Roger Lafontan n'aurait pas seulement perdu la partie. Il aurait été éliminé pour empêcher qu'il révèle les règles réelles du jeu. Merci pour votre attention.